Bien avant les grands empires titanesques que l'on connaît tous, bien avant que Babylone n'érige ses murailles, bien avant la gloire de Rome ou la puissance des pharaons d'Égypte, l'humanité a fait ici, précisément entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate, son tout premier pas vers ce qu'on appelle la civilisation. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Le soleil se lève lentement, très lentement, sur les immenses marais du sud de l'Irak moderne. L'eau scintille à travers les roseaux géants. Et là, s'élevant doucement au-dessus d'une vaste plaine aride et écrasée par la chaleur, se dressent au loin les ruines colossales d'une ziggourate en briques d'argile. Le souffle du vent porte l'écho d'un monde totalement disparu. Dans cette plaine brûlée par le soleil, un véritable miracle de l'ingéniosité humaine a vu le jour, la ville. Mais attention, comprenez bien une chose cruciale. Ces premières métropoles n'étaient absolument pas de simples regroupements d'hommes qui auraient décidé de vivre ensemble par hasard. Pas du tout. C'étaient des univers clos, des royaumes miniatures farouchement et violemment indépendants. Pendant des siècles, la Mésopotamie du 3e millénaire a été une mosaïque fragmentée d'une trentaine de cités-États. On parle de noms légendaires comme Uruk, Ur, Ouma, Lagash, Eridu. Et chacune d'entre elles luttait jour après jour pour sa propre survie, pour la gloire de son dieu patron et pour dominer ses voisines. Gardez bien cette phrase en tête. Ceci n'est pas l'histoire d'un empire. C'est l'histoire d'un monde où chaque ville était un cosmos et où la Terre appartenait aux dieux. C'est fascinant de se dire que pendant près de 1500 ans, aucune entité unique, aucun grand roi n'a dominé l'ensemble de ce paysage. Ce que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est le système des cités-États sumériennes. C'est une structure politique, économique et spirituelle d'une complexité folle qui a littéralement jeté les bases de toute l'organisation humaine complexe qui suivra. Acte 1. Le domaine des dieux. Ok, plongeons au cœur du sujet. Pour vraiment comprendre comment fonctionnaient ces villes, il faut faire un effort et comprendre leur théologie fondatrice, qui est très différente de notre vision moderne du monde. À l'époque, la politique et la religion n'étaient pas juste liées, elles étaient absolument indissociables. L'idéologie officielle, ce que tout le monde croyait dur comme fer, c'était que la cité-État était littéralement la propriété privée d'une famille divine. Ce n'était pas une métaphore, le dieu principal de la ville était le propriétaire foncier de l'État tout entier. La capitale et tous les champs autour constituaient son domaine exclusif. Donc qu'est-ce que ça signifie pour les humains ? Eh bien ça veut dire que les dirigeants humains n'étaient que de simples intendants, des gestionnaires de domaine. On utilisait le titre de N ou Nsi, ce qui se traduit par gouverneur ou parfois Lugal, qui signifie textuellement grand homme ou roi. Mais quel que soit le titre qu'il portait, sa fonction réelle restait la même. Ce dirigeant gérait les propriétés terrestres du dieu patron. C'est le Lugal ou l'Ansi qui organisait le travail, qui creusait les canaux, qui menait les guerres et qui distribuait les récompenses, mais toujours au nom de la divinité. C'était une société profondément et viscéralement théocratique. Chaque artisan, chaque prêtre, chaque soldat s'installait autour du temple du dieu, et c'est cette agglomération qui formait la ville. Et c'est là que ça devient complètement fou quand on y pense. L'économie du temple était d'une ampleur monumentale. Il faut s'enlever de la tête l'idée d'un temple comme simple lieu de prière. Non, à Sumer, le temple c'est le cœur administratif, industriel et économique absolu. C'est la grande multinationale de l'époque. Au milieu du 3e millénaire, on estime que les temples possédaient la majorité, et souvent jusqu'aux 2/3 des terres cultivables d'une cité-État. Ce système centralisé organisait le commerce à longue distance et il employait directement des milliers de travailleurs, d'artisans, de serfs et de métayers. Imaginez l'organisation. En temps de paix, tous ces hommes et ces femmes étaient méticuleusement répartis en groupes hyper spécialisés selon leur métier, sous la supervision constante de commandants et de contremaîtres. Toute l'économie locale reposait sur ces vastes domaines agricoles, gérés d'une main de fer par le personnel du temple. C'était une machine bureaucratique incroyablement sophistiquée. On a retrouvé des milliers de tablettes d'argile qui ne sont rien d'autre que des fichiers Excel de l'époque. Le temple redistribuait des rations mensuelles très précises d'orge, de laine et d'huile à la population, directement depuis les gigantesques greniers de l'État. Acte 2. De l'Assemblée au palais. Mais on le sait bien, aucune société n'est statique. La situation va changer. Avec l'explosion démographique de ces villes et la rareté croissante des ressources, une évolution spectaculaire et même brutale de la gouvernance a dû s'opérer. Alors la question c'est, comment le pouvoir a-t-il évolué ?
Au tout début, ce que les historiens appellent une démocratie primitive semble avoir prévalu. Ce n'est pas la démocratie athénienne, attention, mais le pouvoir politique reposait probablement sur une assemblée générale d'hommes libres ou un conseil des anciens qui débattait et guidait les affaires de la communauté. Seulement voilà, en temps de crise extrême, notamment lors d'une attaque ennemie, cette assemblée conférait un pouvoir absolu, un peu comme un dictateur romain, mais de façon purement temporaire, à un chef de guerre charismatique. Le problème, et c'est un schéma qu'on va retrouver tout au long de l'histoire humaine, c'est que la guerre est devenue chronique. La compétition mortelle pour les bonnes terres cultivables et l'accès à l'eau a rendu le rôle militaire de ces chefs absolument vital au quotidien. Du coup, ce pouvoir de crise temporaire s'est sédimenté. Il est devenu permanent. C'est exactement comme ça qu'on a vu naître les premières monarchies héréditaires de l'histoire. Et cette nouvelle institution de la monarchie, même si elle a émergé de la vieille hiérarchie du temple, a fini par créer un tout nouveau centre de gravité politique, le palais. C'est l'un des phénomènes les plus cruciaux de cette période. On observe une séparation progressive, un vrai dédoublement entre l'institution du temple et celle du palais. Le temple, lui, gardait son autorité religieuse et économique profondément enracinée. C'était le cœur spirituel et la tradition. Le palais, en revanche, s'affirmait de plus en plus comme le centre du pouvoir laïque et surtout de la force militaire coercitive. Il rivalisait avec le temple, s'appropriait des terres, tout en coexistant avec lui dans un équilibre souvent tendu. Les dirigeants laïcs, même s'ils justifiaient toujours leur pouvoir en disant qu'ils avaient été choisis par les dieux, commandaient désormais une force militaire considérable, professionnelle et permanente. Le palais pouvait mobiliser ses propres troupes royales et exiger la conscription des travailleurs qui appartenaient au domaine du temple. Le roi était devenu le maître du jeu. Acte 3. Le sang dans la poussière. Et toute cette montée en puissance militaire dont on vient de parler, elle nous amène inévitablement à la réalité la plus brutale de cette époque, la question de la survie physique. Regardez bien la carte de ce réseau très dense de cités-États. Cela illustre brillamment à quel point ces villes étaient géographiquement imbriquées. Elles étaient extrêmement proches les unes des autres, avec pratiquement aucune zone tampon neutre entre elles. On parle de villes qui étaient massives pour l'époque. Uruk, par exemple, était entouré de murs gigantesques faisant près de 10 km de circonférence, abritant des dizaines de milliers d'habitants. Or, la plaine alluviale du sud de la Mésopotamie, le Sumer, c'est de la boue et des roseaux. Il manquait cruellement de tout le reste. Pas de pierre pour construire, pas de bois et de construction solide, et aucun minerai métallique pour faire des armes. Les cités-États devaient donc rivaliser avec une fureur absolue pour contrôler les grandes routes commerciales. Mais au-delà de ça, le vrai nerf de la guerre, celui qui déclenchait des massacres, c'était l'agriculture irriguée. L'eau des canaux et les rares terres fertiles situées aux frontières provoquaient des disputes sanglantes, incessantes et viscérales. Pour vraiment réaliser le niveau de violence, prenons le conflit le plus célèbre et le plus révélateur de toute cette ère. La longue et terrible guerre pour le Goudina. Le Goudina, c'était une bande de terre incroyablement fertile, coincée entre deux puissantes villes rivales, Ouma et Lagash. Les archives que l'on a retrouvées décrivent un véritable drame géopolitique. Ouch, le dirigeant de la ville d'Ouma, a décidé de violer un ancien traité de paix. Il a fait arracher les stèles de pierre qui marquaient la frontière sacrée et a fait marcher son armée pour envahir et s'approprier la plaine du Goudina. La riposte de l'autre côté fut absolument foudroyante. Eannatum, le redoutable roi de Lagash, a levé toutes ses forces. Dans la bataille acharnée et sanglante qui a suivi, Eannatum lui-même a combattu à pied, au tout premier rang de sa phalange de lanciers, risquant sa vie au point d'être gravement blessé par une flèche. Mais la détermination de Lagash l'emportait. La ville d'Ouma fut brisée. Le roi Ouch et une immense partie de son armée furent impitoyablement massacrés. D'ailleurs, petite parenthèse essentielle, si ce niveau de détail vous fascine, sachez que c'est ce conflit exact que nous avons exploré en profondeur dans une de nos présentations sur la chaîne concernant la fameuse stèle des vautours. C'est littéralement la première guerre documentée de toute l'histoire de l'humanité. Je vous invite vivement à aller voir ça. Les textes de l'époque célèbrent la victoire avec une brutalité inouïe. Ils racontent la destruction totale de l'escadron d'élite des chars d'Ouma, piégés dans la boue sur les berges d'un canal, et on y décrit l'érection de 5 immenses tumulus funéraires pour entasser les cadavres ennemis. La violence était absolue, totale, mais dans leur esprit, elle était parfaitement justifiée sur le plan théologique. Chaque ville ne faisait que combattre pour défendre la propriété sacrée de son propre Dieu. Acte 4. La Ligue de Kinjir.
Alors face à ce cycle infernal de destruction mutuelle, le système global de la Mésopotamie devait bien trouver un moyen de fonctionner sans s'autodétruire complètement. Et c'est là qu'intervient une idée politique géniale, le concept d'amphictyonie. Dans le cas de Sumer, on l'appelle souvent la Ligue de Kiengir. Imaginez un peu le contexte. Ces cités-États du Sud, qui émettant leur indépendance, commençaient à faire face à des menaces extérieures majeures, notamment des adversaires situés au nord, des royaumes beaucoup plus vastes, centralisés et belliqueux, comme Kish ou la lointaine Mari. Pour faire front commun contre ces puissances, sans autant sacrifier leur précieuse indépendance locale, de nombreux historiens suggèrent qu'elles ont mis en place cette ligue politico-religieuse. L'idée, c'était de créer une sorte d'alliance défensive supranationale. Elle permettait d'organiser des assemblées réunissant les différents gouverneurs et surtout de rassembler en urgence des contingents de soldats et de chars venant de toutes les villes pour assurer la défense mutuelle du Sud. C'était un moyen brillant de préserver la sécurité de la région entière tout en respectant scrupuleusement l'autonomie sacrée de chaque microcosme urbain. Mais pour qu'une telle alliance tienne debout, il lui fallait un ciment, un centre idéologique neutre. Ce centre de l'équilibre précaire mésopotamien, c'était la ville sainte de Nippur. Pourquoi Nippur ? Eh bien, comprenez que l'idée fondatrice de la cité sumérienne, avec ses frontières tracées par les dieux eux-mêmes, rendait toute idée d'empire ou d'expansion territoriale unificatrice purement et simplement impensable sur le plan religieux. C'était un sacrilège d'absorber la ville d'un autre dieu. C'est donc là qu'intervient Enlil, le dieu principal, le roi du panthéon sumérien, qui résidait virtuellement à Nippur. En tant que patriarche de la famille divine, Enlil exerçait le rôle d'arbitre suprême de toute la Mésopotamie. Il était le juge en dernier ressort lors des inévitables conflits frontaliers qui dégénéraient. En fait, pour qu'un roi humain puisse revendiquer une quelconque hégémonie régionale ou être reconnu comme chef de la Ligue, il devait absolument obtenir la bénédiction officielle du grand sanctuaire dans l'île à Nippur. C'était un mécanisme théologique très habile qui tentait, tant bien que mal, de réguler la violence chaotique des hommes en la soumettant à une loi divine supérieure et intouchable. Acte 5. Le crépuscule des cités-États. Pourtant, l'histoire ne le prouve sans cesse. Aucune structure diplomatique, aucune croyance théologique, aussi forte soit-elle, ne pouvait éternellement endiguer l'ambition humaine et la pure volonté de puissance. L'échelle de temps que vous voyez ici est extrêmement révélatrice. Remarquez cette très longue période verte sur la ligne du temps. C'est plus de 1500 ans d'existence pour ces cités-États indépendantes. C'est un laps de temps vertigineux. Mais cet équilibre millénaire va être soudainement et violemment rompu par l'émergence d'un tout nouveau modèle politique, l'empire territorial. Et le nom de l'homme qui a fait basculer le monde, c'est Sargon d'Akkad. À partir d'environ 2334 avant notre ère, cet homme exceptionnel a littéralement balayé les vieilles traditions d'indépendance. Il a utilisé une force militaire, une mobilité et des tactiques sans précédent pour conquérir et forcer l'intégration de tous ces États disparates du Sud sous la règle implacable d'une seule dynastie. Avec Sargon, le concept même de la royauté mute profondément. On ne gouvernait plus seulement une ville pour faire plaisir à son dieu local. Non, on gouvernait désormais un vaste territoire continu qui s'étendait de la mer supérieure jusqu'à la mer inférieure. C'était un séisme géopolitique absolu. Et la façon dont cette dynastie akkadienne, suivie bien plus tard par la célèbre troisième dynastie d'Ur, a opéré, c'est en démantelant froidement, méthodiquement le vieux système de la cité-État. Pour maintenir un empire, la consolidation et la standardisation sont obligatoires. Sargon et les rois qui l'ont suivi ont commencé par évincer les dirigeants locaux traditionnels qui se montraient un peu trop récalcitrants. Ils les ont remplacés par leurs propres hommes, des gouverneurs akkadiens d'une loyauté absolue au pouvoir central. Mais le coup de grâce, le point le plus crucial, c'est que le grand palais impérial a tout bonnement confisqué ou absorbé les immenses domaines agricoles des temples pour les intégrer directement au domaine royal. Le puissant sacerdoce, qui tenait autrefois les rênes de l'économie, a été muselé et coopté. Le roi d'Akkad nommait directement les membres de sa propre famille et ses fidèles aux plus hautes fonctions religieuses. C'en était terminé. L'autarcie économique, la fierté patriotique locale et l'autonomie politique totale qui faisait de chaque ville sumérienne un univers complet, un véritable cosmos, avaient définitivement disparu. Elles ont été remplacées par la machine lourde, bureaucratique, taxatrice et extractive du tout premier véritable empire territorial de l'histoire. Ce qui nous laisse avec une réflexion profonde, presque philosophique pour terminer. Si le tout premier grand pas vers ce que nous appelons la civilisation avancée a exigé de détruire et de sacrifier la liberté sacrée de la cité-État locale, tout cela au profit de la sécurité matérielle et de la standardisation froide d'un vaste empire bureaucratique, qu'est-ce que cela nous apprend réellement sur le prix du progrès humain ?
La centralisation impériale a, certes, fini par mettre un terme aux guerres frontalières endémiques et aux effusions de sang permanentes entre voisins de palier. Mais d'un autre côté, elle a ouvert la voie à des maux d'une ampleur inédite, des effondrements d'empires massifs entraînant des millions de personnes dans leur chute et une perte irrémédiable de la souveraineté locale. C'est un cycle qui, d'une certaine manière, continue de nous interroger aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre cette longue et passionnante exploration avec nous. Si ce format vous a plu et que vous souhaitez continuer à décrypter les fondations complexes de notre histoire, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à la chaîne Archives des Premières Civilisations. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.